Bonsoir, bienvenue dans le journal de l'Afrique. Voici les titres de cette édition et ce procès historique à la Cour pénale internationale, celui d'un djihadiste malien pour destruction des mausolées au Mali. Il a plaidé coupable et demande pardon, mais vous verrez que les avis sont partagés à Tombouctou en ce qui concerne ce procès. Vers un cessez-le-feu dans le sud du Nigeria, les vengeurs du delta du Niger ont accepté de négocier avec le gouvernement. Ils ont revendiqué plusieurs sabotages d'installations pétrolières depuis le début de l'année. On en parlera avec Moïse Gomis, notre correspondant à Lagos. Et puis, dernière ligne droite au Gabon avant l'élection présidentielle de samedi. Principale cible des deux candidats, la jeunesse, qui représente plus de 50% de la population gabonaise. Reportage à Libreville à la fin de ce journal. Ahmed El-Faki El-Mahdi a plaidé coupable et a demandé pardon à son peuple, le peuple malien. C'était ce lundi l'ouverture du procès de ce djihadiste malien à La Haye, à la Cour pénale internationale. Un procès historique concernant la destruction en 2012 des mausolées de Tombouctou, classés au patrimoine mondial de l'humanité. Le djihadiste a appelé les musulmans à ne pas imiter ces actes diaboliques. Kim Vodine. C'est une première dans l'histoire de la Cour pénale internationale. Ce lundi à La Haye, l'accusé Ahmed El-Faki El-Mahdi a plaidé coupable. Avec un profond regret et une grande douleur, je plaide coupable. Les accusations portées contre moi sont véridiques. Je suis vraiment désolé et plein de remords. Je regrette ce que tout cela a engendré à ma famille et à mes frères à Tombouctou. L'homme d'une quarantaine d'années est accusé d'avoir ordonné et participé à la destruction à la pioche de 14 mausolées et de la porte d'une mosquée en juillet 2012. Période à laquelle des groupes djihadistes liés à Al-Qaïda ont contrôlé le nord du Mali pendant près de 10 mois, avant d'être chassés par une intervention internationale. Construits au XIVe siècle pour les plus anciens, ces édifices témoignent du passé prestigieux de Tombouctou. À la CPI, c'est aussi la première fois qu'un procès s'ouvre pour destruction de patrimoine culturel. Une première pleine d'optimisme pour la procureure. C'est la première fois que cette Cour peut défendre le patrimoine culturel d'une communauté, lui reconnaître sa véritable importance et contribuer à lutter contre le fléau qui le touche et qui est trop souvent le prélude aux pires exactions contre les populations. Le procès doit durer une semaine. L'accusation devrait demander une peine comprise entre 9 et 11 ans. Selon ses avocats, l'accusé s'est lui engagé à ne pas faire appel si la condamnation rentre dans cette échelle. Et au Mali, le procès d'Ahmed El-Faki El-Mahdi a évidemment été suivi. Sa demande de pardon a semble même été entendue à Tombouctou. Les précisions de notre correspondant au Mali, François Riouet. C'est un procès historique, certes, mais aussi et surtout symbolique pour les Maliens et plus particulièrement pour les habitants de Tombouctou. Al-Mahdi demande le pardon à ses frères maliens pour la destruction des mausolées en 2012 dans la cité des 333 saints. Nous sommes prêts à le pardonner, mais nous devons être sûrs que cette demande de pardon est sincère de la part de l'ancien djihadiste en procès à La Haye. C'est ce que nous disait aujourd'hui un représentant de la société civile par téléphone depuis Tombouctou. Il y a encore de nombreux militants islamistes dans et autour de Tombouctou. Ils mènent régulièrement des attaques contre les forces de défense et de sécurité, contre les populations de la ville et de la région également. Et si finalement les mausolées ont pu être reconstruits 3 ans après la libération de la ville avec l'aide de l'UNESCO, eh bien la paix et la justice ne sont toujours pas revenues dans la cité des 333 saints. Une lueur d'espoir au Nigeria, dans le delta du Niger, précisément un cessez-le-feu semble possible. Ce week-end, les rebelles, qui se font appeler les vengeurs du delta du Niger, ont accepté de négocier avec le gouvernement. Ce groupe d'indépendantistes a revendiqué la plupart des sabotages perpétrés contre des compagnies pétrolières nigérianes et étrangères depuis le début de l'année. On en parle avec notre correspondant à Lagos, Moïse Gomis. Moïse, bonsoir. Pouvez-vous nous dire quelles sont les clauses de ce cessez-le-feu ? Alors c'est un soutien
aux négociations, mais sous condition. Les rebelles des Vengeurs du Delta du Niger réclament la présence de membres de la communauté internationale neutre pour discuter avec le gouvernement nigérian et aussi avec les représentants des pays d'où sont issues les multinationales pétrolières. Ils veulent aussi la suspension de l'opération Crocodile Tears. Alors, c'est l'opération militaire de répression qui est en cours dans diverses communautés du delta du Niger. Pour l'instant, il n'y a pas encore de réaction officielle du côté des autorités nigérianes qui étaient en pourparlers avec d'anciens rebelles pour démarrer des négociations. Et en se déclarant favorable aujourd'hui à des pourparlers, après des mois de dénégation, les Vengeurs veulent imposer leur propre rythme. Ils revendiquent, comme vous l'avez dit, 1600 vandalisations d'oléoducs depuis janvier dernier. Et la production de brut n'a jamais été aussi basse depuis 30 ans. L'économie nigérienne est en crise aujourd'hui, car le pétrole représente plus de 2/3 des recettes du pays. Mais si les Vengeurs ont accepté de discuter, un accord n'est pas encore trouvé, et il est loin d'être trouvé, puisque parmi les multiples revendications des Avengers, on retrouve la proclamation de l'indépendance de la région du delta du Niger. Et c'est une condition dont ne veut pas entendre parler le président Muhammadu Buhari. Merci Moïse Gomis pour vos précisions. Vous étiez donc en direct de Lagos. Et on en vient à la tournée africaine de John Kerry. Et c'est depuis sa première étape au Kenya que le secrétaire d'État américain a évoqué la situation au Soudan du Sud. Il a même insisté sur la nécessité de déployer une force de protection à Djouba, là où les violences ont repris depuis plusieurs mois. Les précisions de Nicolas Germain. John Kerry et Uhuru Kenyatta sont tous les deux préoccupés par la situation au Soudan du Sud. Le secrétaire d'État américain souhaite voir le déploiement rapide d'une force de 4000 hommes dans le pays. Elle viendrait s'ajouter aux 12 000 casques bleus déjà présents. Il ne s'agit pas d'une force d'intervention, mais d'une force de protection, avec un mandat très clair pour lui permettre de protéger la population, protéger sa liberté de mouvement et empêcher toute attaque ou embuscade. John Kerry a aussi annoncé un plan d'aide de 122 millions d'euros pour le Soudan du Sud. Aucune date n'a été donnée pour le déploiement des troupes, mais ce lundi, le vice-président sud-soudanais Taban Dengai a exprimé de vives critiques contre le projet de l'ONU. Le gouvernement et le peuple du Soudan du Sud rejettent la résolution de l'ONU car elle viole notre souveraineté nationale. Elle suggère que l'ONU prenne en charge l'aéroport de notre capitale. Quel gouvernement accepterait cela ? Taban Dengai adopte une position de plus en plus dure depuis qu'il a remplacé son ancien ami Riek Machar au poste de vice-président. Machar a dû fuir la capitale Djouba le mois dernier lors de violents combats. Les tensions entre Machar et le président Kiir avaient déclenché la guerre civile en décembre 2013. L'an dernier, un accord de paix a été signé, mais les affrontements de juillet sont venus rappeler à tous l'instabilité du plus jeune pays africain. Dans le reste de l'actualité du continent, en bref, la mort de 2 Français à Madagascar. Leurs corps ont été retrouvés sur la plage de l'île touristique de Sainte-Marie dans le nord-est du pays. Âgés d'une vingtaine d'années, ce jeune homme et cette jeune femme travaillaient comme bénévoles pour une association malgache. Le Quai d'Orsay a qualifié ce crime d'odieux et a indiqué qu'une enquête était en cours. En Libye, le Parlement n'accorde pas sa confiance au gouvernement d'union nationale, gouvernement soutenu par la communauté internationale. Ce vote devait lui donner une légitimité et aider le processus de paix. Mais le Parlement libyen soutient un autre gouvernement basé à Baïda. Et de 3 pour l'Alliance démocratique en Afrique du Sud. Après Pretoria et Port-Elizabeth, le parti d'opposition vient de remporter la mairie de Johannesburg en la personne d'Herman Masheba. Cette élection qui marque encore plus le recul de l'ANC, le parti au pouvoir dans le pays. Une autre élection se prépare au Gabon. Cette fois, c'est l'élection présidentielle J-5. Et ce dernier ralliement au candidat de l'opposition Jean Ping, Léon-Paul Gwalakia, cousin germain du président sortant, soutient donc une candidature unique de l'opposition pour une élection où l'enjeu principal est la jeunesse. Les moins de 25 ans représentent 60% de la population au Gabon. Et l'avenir des jeunes Gabonais est donc au cœur de la campagne d'Ali Bongo et de Jean Ping. Reportage à Libreville de Marcel Amoko et Zigo Tochaya. Une foule en délire, moyenne d'âge 25 ans. Plusieurs centaines de jeunes électeurs jusque sur les toits de ce quartier populaire de Libreville acquis à Jean Ping, principal rival d'Ali Bongo, le président sortant. Un meeting de l'opposition organisé par Christian Emané, lancé à l'assaut du vote jeune, un enjeu crucial pour ce samedi.
La jeunesse dans notre pays représente 65% de la population, à peu près la moitié du corps électoral. Et il est nécessaire que la jeunesse se rassemble derrière le candidat Jean Ping, parce que c'est le candidat de l'espérance. Une bataille pour le vote de la jeunesse entre l'opposition et le camp présidentiel, comme ici à Libreville, près de 40% du corps électoral. Chez les pro-Bongo, de jeunes militants choisis pour aller défendre les politiques d'emploi jeunes déjà initiées par le président. Nous avons vu le projet du chef de l'État sur la jeunesse, un jeune, un métier. Donc c'est avantageux, c'est des choses qu'on n'avait jamais vues auparavant, que maintenant c'est tout ça là qui nous pousse à soutenir Ali Bongo. Des jeunes en opération porte-à-porte dans ce bidonville pour convaincre les plus âgés ou les plus pauvres de voter à nouveau pour Ali Bongo, ici avec quelques succès. Elle a sa carte d'électeur, elle a sa carte d'identité nationale. Avec Ali. Plus loin, si loin de la campagne, de jeunes amateurs de football sans illusion sur l'élection, tel Staël, au chômage, comme 40% des 15-35 ans. Sa seule crainte, le risque de violence d'après-scrutin. Je veux tout simplement que ça se passe très bien, dans un premier temps, et puis après attendre le dernier jour de vote qui est le 27 de ce mois, et puis participer pleinement. Jean Ping, Ali Bongo, deux candidats à la conquête du vote jeune, une des clés de leur duel de samedi prochain. Et on termine cette édition du Journal de l'Afrique avec cette image qui, elle, a marqué la fin des Jeux Olympiques de Rio. Celle du marathonien Faisal Leza qui franchit la ligne d'arrivée avec les bras croisés au-dessus de sa tête. Un geste utilisé lors des récentes manifestations antigouvernementales en Éthiopie. Il a lui-même expliqué son geste contre l'attitude du gouvernement à l'égard des Oromos. L'athlète qui a également dit craindre pour sa vie s'il retournait en Éthiopie. Depuis, la toile s'est mobilisée pour lui permettre de faire une demande d'asile. Plus de 40 000 $ ont pour l'instant été levés. Dans le même temps, le gouvernement éthiopien a assuré qu'il ne serait pas inquiété s'il revenait dans le pays. Et c'est la fin donc de ce Journal de l'Afrique. Tout de suite, Paris Direct continue avec Claire Bonichon. Restez sur France 24. Un site d'info, ça devrait ressembler à quoi ? France24.com. Un accès simple à l'information. Rapide. Une expérience unique. France24.com, le site de l'actualité internationale.